Donc la théorie de la justice entre les générations souligne l'idée selon laquelle les générations successives ont le devoir d'agir pour la génération suivante en raison de l'action des générations passées. La société est censée constituer, selon Rawls, un système équitable de coopération à travers le temps, et donc entre une génération et la suivante. Autrement dit, les vivants auraient une dette à rembourser auprès des individus futurs en regard de ce qui a été réalisé par les générations passées. Une telle thèse est à rapprocher, selon nous, d'une forme de dette sociale, de notion de dette sociale. Et ce rapprochement n'est pas sans conséquence sur la lecture que l'on peut faire de la théorie de John Rawls et plus généralement des libéraux égalitaristes contemporains. Face aux auteurs communautariens notamment, qui soulignent le fait que les individus, leurs préférences et leur être même sont nécessairement marqués par le contexte social et culturel dans lequel ils évoluent, les libéraux n'ont de cesse de leur côté de rappeler l'importance du principe d'autonomie de l'être humain et la nécessité de permettre à l'être humain de s'affranchir également du fardeau des obligations sociales. Mais reconnaître une dette envers les actions des générations passées est-il compatible avec un principe d'autonomie individuelle ? C'est la question qui nous a animés pour la rédaction de ce papier. Au-delà des éventuelles contradictions qui peuvent exister dans l'œuvre de Rawls, notre contribution vise à déterminer dans quelle mesure la reconnaissance d'une dette à l'égard des générations passées et des contemporains entraîne une forme de redevabilité sociale. Et dans quelle mesure cette forme de redevabilité sociale ne met pas en cause le principe d'autonomie cher aux libéraux. Alors évidemment, cette communication a été écrite à quatre mains et à deux voix, de tête, et donc on va lire on va exposer successivement nos points de vue qui se convergent dans leurs conclusions, même si sur certains points, notamment le sort à faire à la théorie de la justice de Rawls et puis la notion d'équité, il existe quelques petits désaccords, mais je laisse du coup la parole à Cédric et je lui laisse exposer le premier volet de notre contribution. En fait, je vais commencer à tout simplement par présenter ce que j'appelle, en fait, pas Pierre d'ailleurs, mais ce que j'appelle moi la chaîne de coopération entre générations, et pourquoi est-ce que en fait ça se rapproche d'une intuition de l'idée d'une forme de redevabilité sociale. Alors, une question clé du thème de la justice entre les générations est la suivante. Finalement, comment concilier une prise en compte du sort des membres de la génération présente et celui des membres des générations futures, éventuellement au regard de ce qui a été réalisé par les générations passées. Donc voilà comment s'imbriquent un peu les trois générations si on reste à un niveau statique. En fait, pour John Rawls, sa réponse, c'est finalement permettre aux individus futurs de jouir de leurs droits fondamentaux à la liberté suppose que les générations successives, donc qui se succèdent les générations présentes qui se succèdent sur Terre, participent à la construction donc de ce qu'il appelle les institutions de base de la société. Donc la construction et la pérennisation est donc censée permettre, ces institutions sont censées permettre aux individus donc de jouir de leurs droits à la liberté. Alors, en comparaison avec d'autres théories contemporaines de la justice sociale, une telle position est, je crois, à la fois ambitieuse, même si on verra tout à l'heure qu'elle peut être discutable, et coûteuse pour les générations successives. Elle est ambitieuse d'une part parce qu'elle consiste finalement à défendre la création, donc je le disais, et la préservation interne d'un patrimoine commun, et elle est coûteuse du coup pour les générations successives puisque celles-ci sont censées, finalement, améliorer le patrimoine dont elles héritent des générations passées, au moins jusqu'à un certain point. Et donc, contrairement à ce que défendent par exemple les libertariens, ces générations successives ne sont pas censées uniquement donc, se contenter de préserver le patrimoine, mais donc, encore une fois, de l'améliorer. Et donc, il s'agit évidemment de le justifier, ce qui est un autre problème. Et donc, comment parvenir à cette construction sans conduire à un sacrifice des membres des générations successives ? L'idée est la suivante. La contribution demandée doit être suffisante pour atteindre ce minimum social qu'on cherche à atteindre, mais donc limitée.
Et donc ce que Rawls nomme le juste principe d'épargne doit précisément permettre d'équilibrer au mieux les efforts d'épargne et s'assurer ainsi que chaque génération recevra, donc je cite, chaque génération recevra son dû de ses prédécesseurs et de son côté satisfera de manière équitable les demandes de ses successeurs. Et donc pour Rawls, à nouveau, je cite à nouveau, le juste principe d'épargne peut être considéré comme un accord entre générations pour partager équitablement la charge de la réalisation et le maintien d'une société juste. Et donc je le disais, chaque génération est envisagée finalement comme le maillon d'une chaîne de coopération sur le long terme, donc grâce à laquelle peuvent être construites les institutions de base de la société. Et donc c'est dans ce cadre-là que Rawls indique que on peut concevoir la vie d'un peuple comme un système de coopération tout au long du devenir historique. Et donc je le disais, il y a un problème, évidemment, il faut très bien, je crois que c'est ambitieux, mais il faut évidemment justifier une telle position. Et là, on peut déceler un certain nombre de problèmes de cohérence finalement interne à la théorie rawlsienne, qu'on peut résoudre à mon avis, mais en tout cas ils sont présents. Notamment le fait que la mise en œuvre d'une telle chaîne de coopération revient dans les faits à accorder la priorité à la génération suivante qui, si chaque génération épargne, sera nécessairement la plus riche, en tout cas la moins démunie. Et donc aux dépens notamment des vivants les plus pauvres. Ce qui va évidemment à l'encontre de l'application d'un principe de maximine appliqué au contexte intergénérationnel. Alors, malgré tout, donc, plusieurs arguments peuvent être avancés pour légitimer donc, une telle idée. Un premier argument est de souligner la nécessité donc, de l'édification de cet état stationnaire, de ces institutions de base de la société pour garantir les droits individuels à la liberté. C'est-à-dire que sans de telles institutions, on ne peut finalement garantir les droits fondamentaux à la liberté individuelle. Et donc c'est parce qu'on reconnaît un droit naturel à la liberté que l'épargne positive, donc le fait d'améliorer le patrimoine commun, donc cette construction est rendue nécessaire. Mais Rawls fait appel à un deuxième argument, et c'est sur cet argument précis qu'on va plus se focaliser aujourd'hui avec Pierre, un principe de réciprocité indirecte descendante, en vertu duquel les générations sont censées devoir transmettre aux générations suivantes un patrimoine amélioré, parce que les générations passées l'ont fait avant eux, avant ces générations présentes. Et donc Rawls affirme en effet que, je cite, le capital transmis à travers l'épargne juste est le remboursement de ce que les générations précédentes ont donné. Et alors, là-dessus on a un petit désaccord, mais Pierre va vous dire ça, va expliquer ça plus en détail ensuite, mais selon moi, on peut considérer qu'une telle intuition, donc d'une chaîne de coopération dans le temps qui s'appuie finalement sur ce principe de réciprocité indirecte descendante, peut être rapprochée d'une perspective solidariste défendue notamment par Léon Bourgeois, notamment lorsqu'il affirme, donc au début du XXe siècle, que l'homme n'est débiteur de l'association humaine, en raison précisément de l'héritage transmis par génération passée. Et donc, sans rentrer dans le détail, un tel argument pose un certain nombre de difficultés. Donc tout d'abord, il convient de démontrer que les vivants peuvent avoir une obligation morale au regard de ce qui était réalisé par les générations passées, mais donc aujourd'hui décédées. En quoi est-ce que finalement on se sentirait contraint de ce qui était fait par le passé par des personnes qui sont même plus vivantes pour nous obliger à le faire finalement. Et puis il importe également on a un problème pour ce qui est de justifier le lancement de la chaîne de coopération. Et pourquoi la première génération, celle qui n'a rien hérité finalement, celle qui est à l'origine de tout, se propose de dégager une épargne positive, puisque par définition celle-ci n'a pas pu bénéficier donc des efforts réalisés par les générations précédentes. Et donc ce cas qui peut paraître extrêmement théorique, finalement il a des implications importantes, puisque on peut penser à une génération qui est obligée de partir de zéro en raison d'une catastrophe climatique de grande ampleur, donc pour des contingences externes, ou parce que les générations passées finalement n'ont pas produit des efforts escomptés. Et donc
la question, c'est dans un tel cas, une génération est-elle toujours concernée par une obligation d'épargner? Et donc, je vous le disais, je pense qu'on peut effectivement défendre ça malgré ces difficultés en indiquant finalement, donc là on est un peu hors champ, mais je l'indique quand même, en indiquant que finalement, c'est parce que la finalité même de l'épargne est nécessaire pour garantir la liberté individuelle, et bien, de fait, les générations successives sont dans l'obligation finalement de contribuer à de tels efforts pour édifier les institutions de base de la société. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Pierre Crétois. Donc, ce que je vais montrer maintenant, c'est que, à mon sens, la Rawls ne systématise pas suffisamment cette notion de dette sociale qu'il évoque dans le chapitre sur la justice intergénérationnelle, l'idée de rembourser une dette, et qu'on peut la défendre de façon plus systématique sans pour autant remettre en cause le principe d'autonomie individuelle. Alors, dans un premier temps, je vais montrer que Rawls ne tire pas, au fond, toutes les conséquences de l'idée de dette sociale pour fonder l'obligation entre générations, parce qu'il ne l'utilise pas de façon systématique tout au long de la théorie de la justice, et même, dans une certaine mesure, cette idée est concurrente des principes de justice suggérés par Rawls. Comme Cédric l'a rappelé, Rawls donc appuie une partie de son propos portant sur la justice intergénérationnelle sur l'idée d'une dette et d'une solidarité entre les générations et la manière dont, au fond, la génération présente paye sa dette à l'égard de la génération passée aux générations futures. Alors évidemment, ça pose des problèmes parce qu'on ne voit pas comment on pourrait payer une dette que l'on doit à X en la payant à Y, mais ça ce sont d'autres types de problèmes. Cédric en a parlé un petit peu et c'est pas véritablement l'objet ici de l'argument. Pour ce qui est du contenu même de cette obligation que les générations présentes ont à l'égard des générations futures, Rawls s'appuie sur des arguments contractualistes, même s'il montre qu'au fond le principe de différence ne peut pas s'appliquer dans le cadre de la justice intergénérationnelle. Je le cite, le principe de différence ne s'applique pas pour la question de la justice entre générations et le problème de l'épargne doit être traité autrement. Ce qui prouve d'une certaine manière que la question de la justice intergénérationnelle fait appel à d'autres principes qu'à ceux, et Rawls le reconnaît lui-même, qu'à ceux établis au sein de la théorie de la justice. Ceci dit, lorsqu'il essaie de déterminer le contenu de l'obligation des générations présentes à l'égard des générations futures, il fait référence à une situation quasi contractualiste où chacun des individus doit se demander ce qu'il est équitable de donner aux générations futures. Et à ce titre, il essaye justement, lui, de ne pas abandonner ces principes. Pourtant, à mon avis, le fait que cette question soit posée, la question de la justice intergénérationnelle soit posée à travers celle de la solidarité dans la chaîne de coopération entre les générations, déplace le cadre normatif contractualiste. Rawls n'éprouve aucun problème à considérer qu'il est possible de redistribuer les ressources ou d'obliger un individu à donner une partie de ses ressources. Ça, c'est bien connu. D'ailleurs, même la question pour Rawls de l'allocation des ressources, du mode, enfin du régime d'allocation des ressources, propriété privée ou collectivisme, pour lui, en tout cas dans la théorie de la justice, est présentée comme une question annexe et subordonnée au principe de la justice. Mais à mon sens, en tout cas, à trop considérer la question du régime d'allocation des ressources comme subordonnée à une théorie de la justice, on ne se donne pas tous les moyens de résoudre le problème de la justice intergénérationnelle, cette notion de dette, parce que la notion de dette fait bien référence à un patrimoine. Or, précisément, Rawls pose la question, met les questions de patrimoine, patrimonial et d'appropriation comme sur un second plan. Et à mon sens, ça interdit cette approche méthodologique rawlsienne, lui interdit de penser la notion de commun autrement qu'à partir d'un individu artificiellement isolé. Et deuxièmement, de penser et le patrimoine individuel et le patrimoine commun d'une façon autonome. Il ne peut pas le penser de façon autonome puisqu'il le subordonne constamment au principe de justice. Donc, à mon sens, il en résulte que Rawls ne parvient pas, pour des questions méthodologiques et structurelles, à systématiser l'idée de patrimoine formée par la coopération entre les générations, et donc la dette entre générations. À mon avis, il peut pas le systématiser. Donc, pour prendre en compte la spécificité de la justice intergénérationnelle, il faut, à mon avis, partir de l'idée de dette pour un patrimoine légué par les générations antérieures, je l'ai dit,
Et il faut en outre prendre au sérieux, pour prendre en sérieux cette hypothèse, ne pas simplement s'appuyer sur une clause de réciprocité, comme c'est le cas chez Rawls. L'argument réciprocitaire, à mon avis, est limité, mais plutôt sur l'argument d'une dette, c'est-à-dire de quelque chose qu'on doit vraiment. Pas quelque chose qu'on fait en contrepartie, mais quelque chose que l'on doit vraiment. C'est pas la réciprocité et la dette, à mon sens, sont deux approches différentes, même si Rawls parfois gomme la différence. Et je vais essayer de montrer comment justement le principe de dette sociale qui avait été élaboré notamment par les solidaristes au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et début du XXe siècle pour Duguy, ne remet pas en cause la notion le principe d'autonomie individuelle. Alors, premièrement, en quoi cette notion de dette sociale contredit, au fond, les principes contractualistes. D'abord parce que, justement, Bourgeois et Fouillé, deux solidaristes, ont élaboré leur thèse, notamment en contredisant l'approche classique du contractualisme, notamment rousseauiste, l'idée selon laquelle les individus ne produisent pas la société par un contrat volontaire, mais qu'ils sont déjà une partie de la société. Ils appartiennent à la société qui les produit, plus qu'ils ne produisent la société par une décision volontaire et contractuelle. Et donc, les solidaristes en déduisent, notamment bourgeois, parce que chez Fouillé c'est un peu différent, en déduisent un principe de dette sociale, de redevabilité. Si ça signifie, comme les individus sont formés, ne seraient pas ce qu'ils sont et n'auraient pas ce qu'ils ont sans l'interaction sociale, leur existence est d'emblée grevée d'une dette. Je cite Jean-Fabien Spitz qui traduit cette intuition. Aucun des membres d'une société n'œuvre seul et sans recours. Le recours d'innombrables contributions d'hommes passés et présents, et la contribution d'une personne à un ensemble auquel elle appartient est une catégorie qui ne peut recevoir aucun contenu. Et sur la base de cette intuition, il développe la thèse d'une dette. On doit quelque chose à la société sans laquelle on ne saurait pas ce qu'on est et on n'aurait pas ce que l'on a. Et ils appellent ça un quasi-contrat. Alors, je m'arrête là sur cette idée-là, cette intuition-là, que l'on peut aussi discuter, et je montre le fait qu'elle n'est pas incompatible avec un principe d'autonomie. Elle n'est pas incompatible avec un principe d'autonomie, même si, elle n'est pas incompatible avec un principe d'autonomie, précisément pour la raison que les solidaristes considèrent que le fait de continuer à vivre en société peut être considéré, pour un individu, peut être considéré comme une forme de consentement à bénéficier d'un patrimoine produit par la société, et que ce consentement tacite par lequel un individu accepte de continuer de bénéficier d'un patrimoine produit par la communauté, par la société plutôt, est constitutif ce qu'ils appellent un quasi-contrat, est constitutif d'une dette. Parce que si l'individu ne souhaitait pas continuer de bénéficier des avantages de la vie sociale, alors il a toujours la possibilité de partir. Donc le fait qu'il reste est une manière d'accepter tacitement la dette qu'il a à l'égard de la société. Raison pour laquelle, selon les solidaristes, cette approche n'est pas du tout incompatible avec le principe d'autonomie, mais au contraire est un principe d'autonomie poussé à son point d'incandescence, d'une certaine manière, à travers l'idée d'une responsabilité pour les décisions que l'on prend, même si ce sont des décisions qui se situent qui sont sur un plan tacite, implicite, et une manière de prendre des responsabilités et de tirer les conséquences d'une décision même tacite que l'on a prise. Et cette décision tacite que l'on prend de rester en société et de bénéficier des avantages de la vie sociale résultant des générations passées est constitutive d'une acceptation tacite d'avoir une dette et donc de la rembourser. Et alors l'idée, c'est que au fond, le principe d'une dette définit également l'extension de mes devoirs vis-à-vis du reste de la société. C'est-à-dire, plus je bénéficie des avantages sociaux, peut-être plus je suis riche, des avantages de la vie sociale, plus ma dette est grande à l'égard du reste de la société. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement un principe d'obligation, mais le principe de redevabilité définit aussi un contenu en termes d'obligation. Je laisse la parole à Cédric, j'ai un peu trop parlé. Pas du tout. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, très bien, mais que faire finalement
que faire finalement de la théorie de la justice comme équité de Rawls dans ce cadre-là? Et que faire d'une conception libérale égalitaire dans notre volonté finalement de concilier autonomie et reconnaissance d'une dette? Bien, ce que je crois pour le cas de Rawls en particulier, mais en fait c'est le cas également pour beaucoup de conceptions libérales égalitaristes qui s'appuient sur des méthodologies contractualistes, disons, c'est que même si c'est peut-être très, très lourd à envisager, je pense qu'il faut mettre de côté finalement la méthode pour peut-être se concentrer davantage sur les principes qui peuvent être défendus par ailleurs, notamment par Rawls. Donc, comme Pierre l'a rappelé, et comme chacun sait sans doute, Rawls est un contractualiste, c'est-à-dire qu'il donc il développe très rapidement, il développe l'hypothèse méthodologique d'une position originelle dans laquelle donc des participants, des individus sont censés s'accorder sur les principes de justice qui doivent être appliqués par des institutions pour qu'une société soit juste, et pour éviter que ces participants se détournent de l'intérêt général et s'orientent vers l'intérêt particulier, on suppose qu'ils sont sous un voile d'ignorance. En fait, on suppose, pour aller très vite, que les individus sont complètement désengagés du social, désincarnés du social. Ils ne connaissent rien de la réalité sociale qui est la leur. Et donc sont extraits finalement des interdépendances qui se nouent au sein de la société. Et alors, évidemment, de telles hypothèses, donc méthodologiques, encore c'est une méthode, c'est pareil, il ne s'agit pas c'est pas une ontologie, c'est une méthode. De telles hypothèses sont quand même en contradiction complète avec l'intuition d'une forme de redevabilité sociale que nous venons de présenter, qu'on a essayé de tirer de Rawls en particulier. Et ainsi, je crois que si la perspective rawlsienne d'une coopération entre les générations donc, peut être justifiée, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, elle ne peut pas l'être a priori à l'appui de la position originelle. Donc bien sûr, il s'appuie sur sa méthode contractualiste pour justifier donc, cette telle idée, mais non seulement il se voit dans l'obligation d'ajouter des hypothèses méthodologiques, ce qui déjà est un premier problème en soi, mais en plus ces hypothèses s'avéreront contradictoires en vérité. Et notamment, alors il y a plusieurs autres cas, mais il émet notamment l'hypothèse selon laquelle les participants sont en fait des chefs de famille qui en fait développent une forme d'altruisme parental à destination de leur descendance. Et donc tout d'un coup, on suppose finalement que nous avons affaire, donc par hypothèse toujours, à des êtres à la fois égoïstes et altruistes, ce qui est a priori complètement contradictoire, et ça a été quelque chose qui a été évoqué par la suite notamment par Jane English et qui a été reconnu par Rawls, qui a été obligé donc du coup de remodeler un peu son système. Et il suppose du coup, notamment dans le libéralisme politique, que du coup les participants au travail originel donc, ne sont pas des chefs de famille, mais sont supposés transmettre quelque chose à la génération suivante, puisqu'ils ont cette fois intérêt à le faire. En gros, on se situe dans une théorie idéale pour le coup, où on suppose que si en gros, en tant que membre d'une génération, je ne consens pas à faire des efforts, les générations d'avant ne l'auront pas fait non plus. Donc si je le fais à l'inverse, les générations d'avant l'auront fait également. Voilà, c'est un système qui est un peu discutable également. Et donc ce que je disais, c'est qu'il importe en fait, pour moi, de mettre de côté finalement la méthode pour se concentrer entre guillemets sur les résultats. Et donc de renoncer à l'hypothèse d'individus désincarnés pour entendre les thèses rawlsiennes d'une compatibilité entre devoir civique et autonomie individuelle. Et alors, ce que je crois profondément, ce que Pierre est moins convaincu de cela, mais c'est que la défense finalement chez Rawls d'une forme de redevabilité sociale est cohérente avec l'adhésion du philosophe à deux idées fondamentales. Tout d'abord, donc l'importance qu'il accorde à la notion de free riding, de passage clandestin, c'est-à-dire l'interdiction pour un individu moral de profiter des efforts d'autrui sans y contribuer soi-même. Et ensuite, il souligne de manière très très forte, donc j'aurais pas le temps de citer il souligne de manière très très forte une interdépendance au sein de la société. C'est-à-dire que dans Théorie de la justice, mais aussi dans le libéralisme politique, dans Théorie de la justice, il dit que nos prédécesseurs nous ont laissé libres de continuer ou non ce qu'ils ont commencé à réaliser, mais leur réalisation affecte les entreprises que nous choisissons et définissent un arrière-plan plus vaste pour comprendre nos objectifs. Et dire que l'homme est un être historique, Rawls prétend que nous sommes des êtres historiques, c'est quand même assez fort, c'est dire que la réalisation des capacités d'individus vivants, à un moment donné, demande la coopération de nombreuses générations pendant une longue période de temps. Et puis, voilà, pour conclure du coup très rapidement, c'était un peu décousu, mais ce que je voulais
signifier, c'est que pour peu que l'on mette de côté la méthode contractualiste, ce qui n'est pas une moindre parenthèse, comme l'a ajouté Pierre, la défense par Rawls d'une chaîne de coopération entre les générations et les arguments que l'on peut souligner pour en justifier l'application montrent bien, en fait, je crois, qu'une perspective libérale favorable à l'autonomie individuelle peut être compatible avec la reconnaissance d'une dette sociale, impliquant donc une forme de devoir civique en faveur des générations successives, voire des contemporains. Donc reste à savoir évidemment ce qu'il convient de faire de l'œuvre elle-même de la théorie de la justice, donc de l'œuvre elle-même de Rawls, et donc de sa méthode. Et donc je le disais, avec Pierre, nous partageons l'idée que le contractualisme, finalement, parce que Pierre aussi l'a évoqué un peu dans son propos, donc cette méthode contractualiste n'est pas satisfaisante, au sens où, finalement, là, concrètement, on pense l'individu en dehors du social, alors qu'en l'occurrence, on veut penser dans le social. Mais tandis que Pierre préfère s'éloigner de cette théorie pour privilégier une approche républicaine qui met en avant la référence au bien commun, donc au sens républicaniste du terme, bien l'autre, donc moi, met de côté la méthode pour finalement proposer une interprétation républicaine de la perspective rawlsienne, fondée donc sur cette vision de la justice entre les générations. Voilà, nous vous remercions.